Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, réception des dossiers de candidature pour les législatives. La date butoir, c'est demain et seulement 6 candidatures sont enregistrées. 6 candidatures, c'est ce que dit la commission en charge de l'enregistrement des listes, mais les identités des formations politiques, à part celles trouvées sur place ce jeudi, ne sont pas connues. L'Agence nationale pour le financement des collectivités vient de remettre des infrastructures aux habitants de la ville de Cancan. Un poste de santé en lieu de vente entièrement construit. Les autorités communales saluent une promesse tenue. Les jeunes catholiques s'affichent désormais sans complexe sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est une mission d'évangélisation, pour d'autres, simplement un prolongement du partage du quotidien propre aux réseaux sociaux. Bienvenue à tous. Le 16 décembre 2019, le président de la CENI appelait les partis politiques désirant de partir aux élections de déposer leur dossier de candidature. La date butoir, c'est ce vendredi et ce matin, les journalistes savent un peu plus sur le nombre de partis ayant déposé leur dossier, mais il faut dire que beaucoup parmi eux étaient surpris car ils ne pensaient pas être invités pour assister à une opération de dépôt de candidature. Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. C'est monsieur Kourouma. Vous êtes venu pour le retrait de dossier ou bien pour le dépôt de candidature? S'agit-il d'une coïncidence ou d'une simple mise en scène? Ce matin, à la commission chargée de réceptionner et de traiter les dossiers de candidature, certains journalistes sont désorientés. Ils s'attendaient à une information capitale de la part de la CENI. Mais voilà qu'ils assistent à un dépôt de dossier de candidature et tout a été mis en place pour que l'opération soit parfaite. Abdoulaye Kourouma du RRD est venu démontrer qu'il est prêt à aller aux élections. Laisser l'Assemblée vide, c'est donner la chance à Alpha de gérer lui seul le pays. Donc si une élection est programmée, le RRD ne s'attend pas à boycotter cette élection. Il va participer pour ne pas que le pays soit géré par seulement Alpha Condé et son équipe. Donc nous sommes venus déposer. Le RRD est le 6e parti politique à avoir déposé ses dossiers de candidature. Mais qui sont les autres partis? Pour l'heure, à la commission, l'information est top secret. Je ne pourrais pas le dire parce que nous avons arrêté un principe, c'est quand ça vient à la plénière, on vient de déclarer quels sont les gens qui ont déposé. 9 jours après l'ouverture des dépôts de candidature, peu de partis se sont manifestés. Il faut ajouter qu'ici, les candidats ne se bousculent pas. Mais qu'importe, la commission est plutôt contente du nombre de dossiers reçus jusque-là. Nous sommes satisfaits. Il n'y a pas de problème. Les partis concourent. Ceux qui viennent veulent, ceux qui veulent viennent. Ceux qui ne veulent pas, ne viennent pas. Ce vendredi, la CENI va boucler le dépôt de candidature. Elle assure qu'aucun temps supplémentaire ne sera donné. L'opposition plurielle affirme qu'elle ne participera pas aux élections dans les conditions actuelles. En bref, la Cour suprême ordonne l'installation des conseils de quartier et de district. Dans un arrêt rendu ce 26 décembre, la chambre administrative de la Cour tranche en faveur de l'UFDG qu'il avait saisi afin d'obtenir l'installation des responsables des sections des collectivités conformément à la loi électorale près de 2 ans après les élections communales. Le processus n'est pas encore terminé et les dernières discussions dans le cadre du comité de suivi des accords n'ont pas permis d'évoluer sur le sujet. La CENI et le ministère de l'administration du territoire disent ne pas détenir les résultats par quartier et district qui doivent pourtant servir de base pour la composition des conseils locaux. Remise de la Palme nationale des droits humains cette année, c'est la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes qui rafle le prix, une distinction qui couronne plusieurs années d'exercice dans la promotion de la paix et des droits humains. L'initiative est de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Alseni Bari et Yacouba Traoré. Plusieurs structures, ONG et autorités morales s'illustrent dans la promotion de la paix et des droits humains.
Pour les féliciter et les encourager dans leur démarche, l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH, décerne la Palme nationale des droits humains ou Palme d'or. Nous avons voulu institutionnaliser ça pour tirer de l'oubli des gens qui sont en train de faire des efforts, pour récompenser ces efforts et encourager d'autres à faire plus. Parce que dans ce pays, malheureusement, nous ne tenons pas compte souvent de ceux qui se dépensent sans compter pour une cause. Donc au moins, ce n'est pas de l'argent qu'ils cherchent, mais une reconnaissance. Pour cette année, le critère de préférence a porté sur la défense des causes des femmes et des enfants. La Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes rafle le prix. En son sein, 14 organisations œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains, notamment les femmes. Cette palme couronne une dizaine d'années d'expérience et d'efforts en matière de promotion des droits de l'homme, rassure cette structure. Nous comptons redoubler d'efforts, faire beaucoup de mobilisation encore humaine et de mobilisation des ressources financières pour continuer à nous battre, pour continuer à promouvoir les droits des femmes et des enfants, pour continuer à faire connaître à la population tout ce qui est démocratie, tout ce qui est citoyenneté, pour que la population, principalement les femmes, s'approprient des textes de loi pour pouvoir prévaloir leurs droits. Cette palme d'or est à sa deuxième édition. Pour la première, ce sont les deux religieux, notamment le grand imam de la mosquée Faisal et Monseigneur Vincent Koulibaly, qui ont été les lauréats. Le ministère du Commerce a, dans une lettre adressée au ministère du Budget, suspendu toute exportation de la ferraille sur l'étendue du territoire national, une décision qui suscite la colère chez les acteurs du secteur. À la caisse de Madina, les magasins sont remplis de métaux, faute de débouchés. Les vendeurs demandent la levée immédiate de cette mesure. Babou Condé et Yacouba Traoré. Les conséquences de cette suspension s'y font ressentir déjà sur l'activité des milliers de jeunes qui travaillent dans le secteur de la ferraille en Guinée. Ici, à la casse de Madina, les magasins et dépôts sont remplis de métaux. Les acteurs accusent le ministre du Commerce d'avoir pris une décision unilatérale. Nous sommes tout à fait écœurés par rapport à cette suspension, parce que les arguments qu'il a collés autour de ça, je ne pense pas si cela peut marcher à l'absence des acteurs de ferraille. Notre activité est en train de se professionnaliser. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on n'est pas organisé ou bien qu'on n'est pas des structures professionnelles. Ce n'est pas possible. Ça sera des arguments fallacieux. Selon ces ferrailleurs, la mesure vise uniquement la monopolisation du marché des métaux au profit d'une industrie qui n'a pas la capacité requise d'utiliser les qualités, encore moins la quantité des métaux disponibles en Guinée. Cette usine qui n'a même pas été inaugurée ne peut pas venir s'accaparer pour monopoliser le fer en profit d'une seule personne. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a 11 dépôts qui sont à Conakry ici. Ils sont libres de faire leur achat où ils veulent, quand ils veulent. Nous roulons dans notre propre fonds ici. Nous ne sommes pas préfinanciers. Deux ou trois personnes qui nomment cabinet Diané ne peuvent pas former une équipe pour aller rencontrer monsieur le ministre pour faire un clan contre toutes ces populations-là. Les démarches sont en cours pour la libéralisation du chemin de l'exportation. Les ferrailleurs appellent à la responsabilité du département dans la gestion du secteur. Donc à partir où nous avons saisi ce problème, on a demandé, on les a fait un courrier et on demande de recommencer là-bas, d'enlever cette itomotum-là. On ne peut pas monopoliser, c'est formellement dit par le président de la République. Le monopole en Guinée, que c'est fini, c'est fini. Cabinet Diané, s'il est ami à le ministre, il n'a qu'à continuer les amitiés. Mais à partir de l'instant, on ne veut plus entendre Cabinet Diané à la tête de ce problème-là. Parce que tous ces problèmes, c'est lui qui est en train de dérouter. Il se promène, il s'en profite de son amitié vis-à-vis du ministre pour donner des fausses informations auprès du ministre. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'opinion nationale et internationale que le fer n'est pas à monopoliser en Guinée. En attendant la levée de cette suspension, les ferrailles continuent à être détachées pour alimenter les magasins et dépôts déjà pleins à craquer. Autre chose dans cette édition, dans le cadre de la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire,
le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place une série de formations des enseignants à Matam. Ce jeudi, plusieurs formateurs ont été outillés. L'objectif est de renforcer leurs capacités opérationnelles. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souri Kamara. Faire de la formation continue un outil de gestion des carrières, mettre en place une politique incitative en faveur de la formation des enseignants de l'élémentaire et du secondaire, voilà l'objectif de cette formation initiée dans le cadre de booster les compétences des apprenants. C'est à partir des résultats de ces dernières années, vous voyez, le taux de réussite dans nos différents examens nationaux baisse. Et l'idéal serait que quand l'enfant est dans une école, qu'il réussisse. On n'est pas à l'école pour échouer, c'est pour réussir. Et la faute n'est pas seulement que l'enfant, c'est aussi l'enseignant. Et nous qui sommes chargés d'encadrer ces enseignants, on doit réellement agir dans ce sens-là. Les enseignants présents à cette formation sont bien conscients de la faiblesse du système éducatif guinéen. Ces séries de formations qui s'étendront pour 3 jours devraient les inciter à se former pour 2 raisons, la réussite des élèves et l'épanouissement du personnel. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture de la formation des enseignants de l'élémentaire, n'est-ce pas, qui doivent être formés au niveau des compétences académiques, au niveau professionnel, par rapport aux matières de français et de mathématiques. C'est donc une série de formations qui nous permet réellement de lutter contre le mal qui gangrène, n'est-ce pas, le système de l'éducation nationale. Ce sont des enseignants qui sont formés, mais les vrais bénéficiaires sont des élèves. Dans la commune de Matam, 64 enseignants sont outillés. Au niveau de notre commune, nous avons déjà initié beaucoup d'autres choses nous permettant de rehausser le niveau d'enseignement-apprentissage. C'est pourquoi cette année, dans la commune de Matam, nous avons déjà organisé des compositions du premier trimestre au niveau de l'élémentaire. Et cette composition du premier trimestre a été communale. Les épreuves ont été choisies, n'est-ce pas? C'est une épreuve commune au niveau de toutes les matières et au niveau de toutes les écoles publiques et privées de Matam. Avec des évaluations sérieuses, les niveaux des enseignants seront cette fois-ci évalués en français et en mathématiques. Le président Alpha Condé a promis des logements sociaux pour les Guinéens. La Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière rassure de l'engagement de l'institution à faire de cette promesse une réalité. À ce jour, plusieurs réserves foncières sont revenues dans le portefeuille de l'État, a confié aux médias le directeur général de la SONAPI au cours d'une conférence de presse ce jeudi à Conakry. Mohamed Damaro Kamara et Thierno Sadouba y étaient pour nous. Suivez. La SONAPI est l'agence chargée de l'aménagement et de la promotion immobilière en Guinée. Boubacar Keita, son directeur général devant les journalistes ce jeudi, a exposé son bilan et l'ambition du gouvernement à offrir à chaque Guinéen un toit. À son arrivée, sa première action, dit-il, a été d'abord d'identifier les domaines de l'État. Je peux vous rassurer, vous pourrez voir mon PV, peut-être de passation de service. Pratiquement, nous n'avions presque rien ici comme réserve foncière. Donc je me suis attelé à ce que la SONAPI puisse avoir le b.a.-ba de son naissance, de son existence. Et ainsi, nous avons pu obtenir, avec l'aide du gouvernement du président de la République, en titre foncier, Kansoya, qui fait 16 500 hectares, qui pourra loger pratiquement l'ensemble des Guinéens en interne ici, et l'ensemble des Guinéens de la diaspora. À Ketaya, une 50aine d'hectares ont été récupérés dans le cadre de cette même opération. Boubacar Keita et son équipe se sont attelés à plus coriace, les domaines assainis très souvent à l'origine des conflits domaniaux. Et si vous voyez que nous avons aujourd'hui des difficultés de logement, c'est parce que ces parcelles assainies n'ont pas été transformées en logements avec l'implication de l'État. Et c'est dans ce sens-là maintenant que je pense que nous allons dans le sens de la vision du président de la République pour avoir des logements décents tenant compte du pouvoir d'achat des Guinéens. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. La réalisation de logements sociaux n'est pas aisée, nous fait remarquer le directeur général de la SONAPI. Pour s'en sortir, l'État a fait l'effort de mettre en place un mécanisme de financement favorable aux acquéreurs potentiels. C'est-à-dire que sur la base, vous, de votre pouvoir d'achat,
vous avez un compte domicilié de manière irrévocable dans une banque commerciale, vous pourrez faire une demande pour obtenir un logement sur 10 ans, sur 15 ans. Et le promoteur immobilier s'en accommodera pour que vous ayez un logement qui puisse correspondre à votre pouvoir d'achat. À l'intérieur du pays, les sites sont déjà identifiés. Il ne reste plus que la mise en exécution du mécanisme de financement, a indiqué le directeur général de la SONAPI. Le directeur général adjoint de la SONAPI à Printemps a été lui arrêté ce mardi par des gendarmes au siège de l'institution. Il serait reproché à Fodé Billy Camara d'avoir revendu des domaines appartenant à l'État. Le directeur général dit attendre de voir clair dans cette affaire, mais affirme que la société, à sa connaissance, n'a jamais conclu un marché avec une tierce. Les propos de Boubacar Keïta est au micro de Mohamed Damaro Camara et de Tcherno Sadouba. Demandez à tous les citoyens, leur directeur général Boubacar Keïta n'a jamais été mêlé à une vente d'1 millimètre carré de la SONAPI à qui que ce soit, surtout dans un cadre conflictuel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Notre administration est parfois, quand vous la voyez, vous pensez qu'elle ne sert pas à grand-chose. Mais vous fouillez, vous irez un peu à la SONAPI, tout ce qu'il y a ici comme domaine légalement obtenu se trouve être inventorié dans notre système informatique. Et demandez à tous les citoyens qui sont concernés, chaque fois que j'ai un conflit domanial dans mon bureau, je rétablis les gens dans leurs droits. Et je peux vous en donner des exemples. C'est ce que je peux faire. Mais quand, dans mon dos maintenant, on va maintenant vendre des terrains, vous voyez, je ne peux pas superviser cela. Mais quand j'ai des plaintes, je vérifie à travers mes collaborateurs, je vérifie à travers les archives, et que je constate que vous êtes victime d'abus, je vous rétablis dans vos droits. En région, à Kankan, l'Agence nationale de financement des collectivités vient de remettre des infrastructures déjà réalisées aux autorités communales. Il s'agit entre autres d'un poste de santé amélioré, le marché de poissons et le grand marché d'Ibida. L'action a été saluée à sa juste valeur par les populations bénéficiaires. Alpha Omar Koïta. Bâti sur une superficie de 250 mètres carrés, le poste de santé amélioré de Konkonin-Koro, l'un des 27 quartiers que compte la commune urbaine de Kankan, a été mis à la disposition de la communauté bénéficiaire ce samedi par le maire Mourdiakité Kolofon. Ce poste de santé est composé d'un logement de 3 chambres salon, un bâtiment de poste de santé, 2 cabines de toilettes, un forage et une salle de tri, plus la clôture. Le coût, c'est 630 millions. De nos francs. La construction de cette infrastructure vient à point nommé alléger les peines des habitants de la localité dans le cadre sanitaire. C'est pourquoi ils se sont fortement mobilisés pour magnifier leur reconnaissance non seulement vis-à-vis du chef de l'État, mais aussi du premier responsable de la commune. Nous sommes très dépassés par ce geste que le président de la République, à travers le maire Mori Kolofon, vient de nous faire. Nous leur demandons cependant de nous aider à avoir une école franco-arabe. Nos enfants parcourent plus d'une dizaine de kilomètres pour aller étudier à Kankan. Cela nous écoeure vraiment. S'ils nous aident à trouver ça, ça va beaucoup nous soulager. De là, la délégation s'est rendue au grand marché d'Ibida de Kankan. Là aussi, la joie était visible sur le visage de ces femmes vendeuses qui avaient longtemps attendu ce jour. Au nom de toutes les femmes vendeuses du marché d'Ibida, je remercie le président de la République et le maire Kolofon pour la rénovation de notre marché. Et nous leur demandons en conséquence qu'ils nous aident à avoir des tables en ciment. Nous avons reçu le financement entier du grand marché d'Ibida et le marché des poissons, plus la rénovation de la police communale. Le coût global est de 576 millions. Ému par la qualité des infrastructures réalisées, le numéro 1 de la commune urbaine de Kankan a tout d'abord salué les entrepreneurs avant d'inviter les bénéficiaires à les utiliser.
à bon escient. C'est un constat de satisfaction totale parce qu'on a constaté que les entrepreneurs ont travaillé dans les règles de l'art. Vous-même, vous venez de Konkoni-Koro. On avait prévu un puits amélioré, mais là-bas, ils ont fait un forage. Au lieu de puits amélioré, c'était un forage. Donc, on a dit que les entrepreneurs sont de bonne foi, sont de bonne volonté et ils sont prêts à accompagner la commune. Le fonds est donné pour elles et elles doivent juger nécessaire de les entretenir et ces bijoux pour que vraiment ça puisse les servir longtemps que possible. Par ailleurs, le maire de la commune urbaine de Kankan est revenu sur les différents projets déjà réalisés dans le montant qui leur a été accordé par l'ANAFIC. On écoute Maury Diakité Colofon au micro de notre correspondant régional. Nous avons mis 4 grandes actions. Premièrement, 11 forages. Les 11 forages sont terminés. Il y a 2 forages à Kankankura, 2 forages à Madina et à Dalako, 2 forages à Misra, 2 forages à Bordeaux, 1 forage à Sankefra 1, 1 forage à Sankefra 2 et le 11e forage dans la commune urbaine de Kankan. Ces forages sont terminés il y a plus de 4 mois et on les a déjà mis à la disposition de la population. La deuxième action, c'est la construction d'un poste de santé amélioré à Konkoni-Koro que vous venez de visiter. La troisième action, c'est le marché de Bida. Le marché de Bida comprend le marché des poissons et le grand marché. Il reste 62 kiosques au marché Sobé et 2 blocs de latrines de 6 cabines. En même temps, plus le revêtement de 1400 mètres carrés de ce marché Sobé. Les 62 kiosques sont terminés, vous pouvez le voir, mais il reste les latrines. Et puis, la problématique de l'employabilité et de l'insertion à l'emploi des jeunes et des femmes dans l'espace Safra. Quelle proposition de projet et d'action des villes membres et des partenaires? La question a été débattue mardi lors d'un symposium dans la salle du conseil départemental de la ville de Tambacounda au Sénégal. Plusieurs personnalités venues des pays membres de l'institution sous-régionale ont pris part à cette rencontre. Salifou Lifo-Sissé et Bailoba pour les précisions. Au sortir de ces concertations qui vont durer 3 jours, des propositions vont être faites aux différents gouvernements des pays membres de l'espace Safra afin de résoudre les problèmes qui assaillent leurs pays respectifs. Il faut que vraiment nos États, nos gouvernants, vraiment, nous proposent vraiment des politiques hardies vraiment pour que nos jeunes ne puissent plus sortir pour aller vers l'Europe. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ici, tout est là, tout est là, tout est là. Donc il faut quand même essayer de former les jeunes vraiment à s'adapter. Les pays membres de la Semaine de l'amitié et de la fraternité restent toujours confrontés au chômage des jeunes et des femmes, ce qui pousse certains à prendre le chemin de l'exil au péril de leur vie. Mais malgré ces fléaux, des avancées considérables ont été enregistrées. Les résultats ou les acquis de la Safra, on ne les mesure pas par le béton armé. On ne les mesure pas par des projets concrets, ça fait partie. Mais il y a des résultats immatériels qui sont tellement importants, certains intervenants l'ont montré, la fraternité qu'il y a entre les peuples de l'espace Safra. Ça, l'État ne nous a pas donné les millions pour le faire. Si le maire de Boké, le député maire de Boké, que je salue au passage, a pris femme ici, au Sénégal, c'est cette fraternité qui l'a permis. La Safra étant une initiative de diplomatie et un espace d'expression, la politique des gouvernants doit être beaucoup plus orientée vers l'insertion et la création de l'emploi des jeunes et des femmes. Les jeunes sont en train de vivre dans des quartiers, etc. C'est parce que quelquefois, ils ne sont pas occupés. Et si on ne fait pas attention, ils vont nous occuper. Aujourd'hui, on parle d'immigration, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés ici. Aidez-nous auprès de nos gouvernements pour que réellement les projets consommables soient produits ici et que ces jeunes-là soient employés. Et par des politiques de soutien à l'entrepreneuriat. Nous lançons un appel pour que ce sérieux problème de sous-emploi des jeunes de la sous-région soit réglé. Sinon, nous serons plus que jamais exposés à de graves dangers tels que l'immigration.
journaliste franco-béninois Kémi Séba a été arrêté samedi dernier au Burkina. Il est accusé d'avoir jugé le président Roch-Marc Christian Kaboré d'être une passoire politique. Son interpellation ne passe pas inaperçue en Guinée. Nos reporters Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souma ont rencontré Eli Kamano qui a tenté une fois d'amener celui qui se bat contre le franc CFA à Conakry. Suivez. Kémi Séba reste une incarnation pour ses pairs. L'activiste franco-béninois est refoulé ces derniers temps dans plusieurs pays africains à cause de son combat. L'artiste reggaeman Eli Kamano s'est dû surpris que c'est dans le pays des hommes intègres qu'il est interpellé. Je ne pouvais pas imaginer que dans le pays de Thomas Sankara, qu'on puisse arrêter des gens et bâillonner les gens pour leur liberté d'expression. Ça me surprend à plus d'un titre que Kémi Séba soit arrêté là-bas, en ce sens où Kémi même avait été reçu par le président burkinabé lors d'un de ses voyages au Burkina. Donc je ne sais pas quelle est la pertinence ou quel est l'élan qu'ils veulent donner à cela. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment nécessaire qu'on l'arrête et le mieux c'était de l'expulser du Burkina Faso. Pour ce jeune leader politique, l'interpellation de Kémi en est un bâillonnement des libertés. C'est pourquoi il condamne son arrestation tout en invitant la jeunesse africaine de se réveiller pour obtenir la libération de Kémi. Nous, panafricanistes, nous, activistes, nous, aujourd'hui, jeunes Africains avertis, nous condamnons fermement cela parce que ça s'est passé aussi au Cameroun avec notre collègue Valsero, ça s'est passé ici avec moi, ça se passe au Burkina avec ce frère béninois qui est Kémi Séba. Donc on aimerait que l'Afrique se réveille et que toute la jeunesse se mette derrière Kémi pour essayer d'obtenir sa libération. Pour Eli Kamano, pas question d'accepter le bâillonnement des libertés des Africains. Tout président occidental qui insulte un président africain, il a insulté le peuple africain. Et nous ne sommes pas dans l'optique d'accepter cela. Nous sommes des fils dignes de l'Afrique. Nous sommes des descendants de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Sékou Touré. On ne peut pas accepter qu'on nous marche dessus dans notre continent. Aux dernières nouvelles, Kémi sera devant le barreau pour jugement ce jeudi au Burkina. La grande finale du tournoi corporatif des médias doté du trophée Mamadou Antonio Soare s'est jouée ce mercredi au stade de proximité de Nongo où l'équipe de la radiodiffusion télévision guinéenne a à nouveau remporté le 3e sacre consécutif ce mercredi 25 décembre 2019 devant le syndicat de la presse privée de Guinée, SPPG. C'est au bout d'une séance de tir au but que l'Ouragan FC de la RTG a pu soulever son 3e trophée de rang. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara pour le reportage. Ouvert le 5 décembre passé, la finale de la 4e édition du tournoi corporatif des médias guinéens, organisé par la structure Wassolo Agency, dotée du trophée Mamadou Antonio Soare, a pris fin ce mercredi au stade de proximité de Nongo. Cette finale a opposé deux équipes de médias, l'Ouragan de la RTG et l'équipe du syndicat de la presse privée. Durant les 90 minutes écoulées, aucune équipe ne s'est imposée. C'est dans les phases de tir au but que l'Ouragan de la RTG a pu s'imposer devant le syndicat de la presse privée. Une finale qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, syndicats et le monde de la presse guinéenne. La radio-télévision guinéenne remporte ainsi pour la 3e fois le trophée de la compétition. Par vos exploits balle au pied, chers confrères, vous avez pu faire de ce tournoi le point de ralliement de toute la famille de la presse et du grand public qui se plaît à nous côtoyer loin de nos studios et au plus près de la population que nous servons sans relâche et dont nous sommes cependant si proches par nos différents médiums. Merci à tous, vaillants et courageux compétiteurs que vous êtes. À vivre l'engouement, la passion et le partage qu'incarne depuis 4 ans ce rendez-vous sportif et festif, Wassolo Agency Communication ne peut que s'engager à le qualifier davantage aux prochaines éditions. Et dire que la prochaine édition nous tend déjà les bras. Comme vous le savez, 2020 est une année d'élection présidentielle en Guinée. 24 équipes ont pris part à cette compétition,
Et pour l'année prochaine, les organisateurs veulent déplacer l'organisation de la 5e édition au mois de décembre à cause de l'élection présidentielle. Et dans la lignée du pape François, à la communication digitale bien rodée, les catholiques s'affichent désormais sans complexe sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est une mission d'évangélisation, pour d'autres, simplement un prolongement du partage du quotidien propre aux réseaux sociaux. C'est pas vendre son âme au diable que de parler du Christ sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il faut utiliser les moyens de communication qu'on a maintenant. Si on n'en parle pas sur les réseaux sociaux, on n'en parlera plus du tout dans quelques années, donc il faut faire quelque chose, quoi. Et on est catho sans être facho. Je pense que ouais, la politique n'a pas sa place, ou en tout cas ferait ombrage au côté catholique, et ce serait quand même dommage. Ça rend le truc moins universel, qui est quand même la première vocation de l'Église catholique. Des chaussettes, l'idée c'était de proposer des chaussettes de sport, mais voilà, j'aurais en plus la petite version girly. Et ça, c'est des chaussettes faites en France, fabriquées en France. À la base, mon idée c'était de répondre aux catholiques pratiquants et de leur proposer des objets qui soient dans l'air du temps et qui répondent à leur foi. Mais en fait, j'arrive vraiment à toucher des gens qui sont de tradition chrétienne, même des gens qui me disent non mais on a envie de se faire baptiser, mais juste en voyant vos produits, ça donnerait envie de se faire baptiser. Je pense que j'ai quand même aidé les catholiques à assumer ça sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment toute ma com sur un discours un peu décalé, avec justement le côté hashtag Deo Gratias, de mixer que ce soit du latin avec un hashtag, etc. Où voilà, cette communication où je crois que j'ai réussi à donner aux gens envie de partager. Et je repartage tous les gens qui vont mettre un hashtag Deo Gratias, je vais le repartager. Je vais vraiment essayer de justement que les gens rendent grâce via un hashtag. Enfin, pour moi, c'est vraiment une victoire. J'en ai fait, tu peux en prendre plusieurs. Heureux les cœurs qui cherchent Dieu. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.